Alors, on va passer à la partie suivante. Et en fait, ce que je vous propose, c'est d'imaginer ensemble quel futur on peut espérer pour les cryptos. Alors, on va faire un exercice un peu compliqué pour nos intervenants. On va leur demander en 3 minutes de nous expliquer ce qu'ils envisagent pour les cryptos et quel avenir on pourrait imaginer, surtout au sein de la finance éthique. Est-ce que, Monsieur Belmadi, vous pouvez commencer, s'il vous plaît? Bon, moi, je pense que le système monétaire, il est passé par des étapes. Comme l'a dit Cheikh Sofiane Bonjo, la crypto-monnaie s'impose aujourd'hui. On assiste au Michel Aglietta, un des grands spécialistes de la monnaie, il a déjà écrit un livre très intéressant, La violence de la monnaie. Et maintenant, on parle de la guerre des monnaies. Ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain entre la Russie et les États-Unis et l'OTAN militairement se passe aussi sur la scène monétaire. Il faut le savoir qu'il y a une guerre monétaire entre l'euro et le dollar et le yuan, monnaie chinoise, et les Chinois. Et ils font un travail extraordinaire. Ils sont vraiment en avance par rapport à beaucoup de pays sur le fait de comprendre la logique de la crypto-monnaie. Je dirais c'est le futur, on va dire c'est le futur espoir des pays pauvres. Donc le système monétaire international va connaître une étape importante, ça va être la crypto-monnaie. Très bien, merci beaucoup. Donc une vision plutôt positive sur l'avenir. Monsieur Le Petit, c'est à vous. Je vais la mitiger. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est une question de balistique. La blockchain va devenir l'infrastructure technologique du monde de demain. Maintenant, comme elle est portée, et que c'est une technologie, elle est portée par des intentions qui sont diverses. On le voit, les institutions en place dans une guerre de pouvoir, et là je rejoins ce qui vient d'être dit, eh bien, sont en train, elles aussi, de s'équiper de cette technologie, sont en train de mettre en place cette technologie, notamment à travers les Central Bank Digital Currency, donc les euros numériques, les dollars numériques. Et clairement, moi, quand j'observe ça, et je pense que Haro me contredira pas, et à Nice encore moins, quand je vois ces banques centrales en train de mettre en place ou tenter de déployer ces technologies-là, j'ai des doutes très profonds sur les intentions qui sont derrière. Je vois les pertes de liberté qui sont en train de s'accentuer, et particulièrement depuis 2 ans. Je vois les trajectoires qui sont en train de se tracer, et je me dis que cette technologie peut parfaitement être utilisée aussi au détriment des valeurs fondamentales qu'elle était censée porter. Maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est une sorte de conquête d'un nouveau monde. Donc, je fais souvent ces métaphores à mes étudiants, mais la période 2017-2018, c'est comme quand, et si on s'en tient au récit traditionnel, j'ai envie de dire, de Christophe Colomb découvrant l'Amérique, c'est comme si on avait des infrastructures blockchain qui étaient parties à la conquête du nouveau monde, poser des routes, poser des ponts, créer des villes. Ça sont les infrastructures blockchain. Et là, depuis 2019, 2020, 2021, mon projet, entre autres, mais plein d'autres, ce sont des nouvelles caravelles qui traversent l'Atlantique pour aller poser des services sur ces infrastructures. Et donc là, on arrive dans une nouvelle phase, qui est celle des services qui vont se créer, des services de paiement, des services d'accompagnement à la personne, des services qui vont permettre de décentraliser des services existants, réintermédier des services existants qui existaient dans le nouveau monde. Maintenant, la question qui va se poser, c'est est-ce que ce sont des services qui seront seulement et uniquement portés, et celles qui gagneront ces combats-là seront uniquement portées par des intentions de cupidité, de gains financiers, et répercuteront exactement les mêmes mécanismes qu'on a connus jusqu'à présent, ou est-ce qu'au contraire, on aura des nouveaux services qui seront plus vertueux, plus éthiques, plus transparents, et qui permettront d'avoir une sorte de nouveau monde, mais beaucoup plus résilient et beaucoup plus efficace pour servir à la fois soi-même, l'autre et la planète. Moi, sur cette thématique, ce qui est clair, c'est qu'il y a un outil technologique qui a émergé très clairement et qui s'installe très clairement. Sur l'écosystème crypto à proprement dit, à titre personnel, je trouve que par rapport aux promesses initiales, ça devient un peu trop un jeu qui s'inscrit pleinement un peu dans une forme de déviance, enfin de dérive de la civilisation mondiale, même qu'on connaît aujourd'hui. Mais ça va créer un système ouvert, et ça crée un système ouvert des systèmes monétaires. Par rapport à la question que vous aviez posée tout à l'heure sur les
pays dits émergents. Je voulais juste faire une mise en perspective par rapport à la dernière question. C'est-à-dire que vous avez un pays comme l'Irak qui, dans les années 90, avec Saddam Hussein, décide de créer une monnaie adossée sur l'or. Il s'est passé ce qui s'est passé. Vous avez un pays comme la Libye, Kadhafi, qui trouve un accord avec Dominique Strauss-Kahn pour créer une monnaie adossée sur l'ensemble de la zone Afrique, en tout cas un début de projet sur l'or et les richesses de l'Afrique. Et vous savez aussi ce qui s'est passé pour l'un et pour l'autre. Et ensuite, vous avez un pays en 2015 qui décide de créer une monnaie adossée sur des ressources naturelles, le Venezuela, et vous savez aussi ce qui s'est passé. Donc, aujourd'hui, il y a un écosystème viral des blockchains qui permet de créer des technologies et de viraliser une concurrence. Ce qui sera fait de cette concurrence, c'est très divers. Et moi, à titre personnel, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité de l'ordre de haut de bilan de faire des belles choses. Aujourd'hui, il est très contesté, cet ordre. Mais cet ordre, c'est celui qui a fait dans l'histoire le pire et le mieux. C'est la fin de l'esclavage, mais c'est aussi l'esclavage. C'est le nazisme, mais aussi la fin du nazisme. C'est la colonisation et c'est la décolonisation. Et donc, il ne faut pas sous-estimer, je dirais, dans la pyramide... de gestion de notre monde, la capacité, je dirais, de certaines forces à s'inscrire dans des logiques éthiques. Et paradoxalement, j'ai tendance à croire que l'écosystème crypto a mis en place un certain nombre de technologies qui seront créées dans un monde ouvert monétaire à des fins plutôt positives, bien que pas idéales, bien entendu, quoi. Enfin, peut-être pas idéal au sens où la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, quoi qu'il en soit. Voilà. Si je peux me permettre, Monsieur Lagenève, on va conclure par vous. Donc, je vais m'adresser à Monsieur Nataf, s'il m'entend. Pouvez-vous nous dire quel avenir vous imaginez pour les crypto-monnaies et les crypto-actifs de manière générale? Oui, je vais vous parler plus précisément de l'Afrique. Ça a été brillamment dit par le conférent juste avant. À chaque fois qu'un projet a été créé pour mettre fin à la dominance et au monopole du prince sur la monnaie, le prince lui seul pouvant battre monnaie depuis l'aube des temps, à chaque fois ça s'est extrêmement mal terminé, comme l'a décrit la personne qui a pris la parole juste avant moi. Je pense que on est dans un autre temps maintenant. Comme l'a dit l'un des chers, la blockchain est là, elle a été adoptée, elle est plus vraiment contournable. Oui, effectivement, il faut pas sous-estimer la pyramide et la faculté des hauts de bilan à se réapproprier en créant des monnaies digitales, gouvernementales. Mais ça fait pas illusion. Tout le monde, maintenant, plus d'1 milliard de personnes ont un bout de Bitcoin, quelques Satoshi. Donc je pense qu'on est dans une autre phase. Et aujourd'hui, la blockchain est intéressante également pour les créanciers des États. Quand une organisation, une banque mondiale, il a parlé de DSK, quand une banque veut prêter de l'argent à un État, elle a intérêt, cette banque mondiale, elle a intérêt à pouvoir tracer comment cet argent est utilisé. Des banquiers centraux vous diront, et vous disent certainement, qu'ils rêvent de pouvoir utiliser la blockchain, pouvoir tracer l'argent qui est prêté aux États et qu'il ne soit pas utilisé à d'autres fins que celles d'aider les populations. C'est valable dans tous les pays, pas simplement du continent africain, mais tous les pays émergents. Donc la blockchain est une solution à long terme. Je pense qu'elle finira, personnellement, je pense qu'elle finira par être adoptée. S'agissant du futur de la blockchain et par rapport au sujet qui est la finance islamique, il faut préciser également que on est passé d'un concept de proof of work au concept de proof of stake, où il y avait des intérêts, et maintenant on est passé à un autre concept où on n'a plus ces intérêts qui sont incompatibles avec la finance islamique. Donc la blockchain telle qu'elle peut être utilisée aujourd'hui ne me semble pas au plan technique aller à l'encontre des principes directeurs ou des 5 principes fondamentaux de la finance islamique. Mais il faut interroger les experts qui sont là. Voilà. Voilà pour le futur de la blockchain. Merci beaucoup, Monsieur Nataf. Monsieur Manjou, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Pour moi, je vous ai dit tout à l'heure que l'évolution de la monnaie, c'est quelque chose de très recherché en islam, et même, bien sûr, au point de vue histoire. C'est une évolution. Et prenez le point que M. David a mentionné tout à l'heure, la crypto-monnaie
a une valeur numérique, les codes, par rapport à l'or et l'argent qui a une valeur chimique. Juste pour vous donner une idée de ce qui se passe dans la pratique, on est en train d'investir dans les actions. Qu'est-ce que c'est que les actions au point de vue légal? C'est un papier. Ce qu'on écrit dans ce papier qui a de valeur. Ce n'est pas le papier ou le document électronique. C'est logique. Ce qu'on écrit dedans. Et les juristes ont dit qu'on peut accepter les actions pour investir. Bien sûr, il y en a des critères pour investir. Pour les tokens, les actifs, ce sera la même chose. De même, ce qu'on appelle le qiyas. Ça va se développer plus. Lorsqu'on va comprendre plus l'évolution, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, les oulémas vont comprendre plus et vous allez voir que ce sera la même chose. Qu'ils vont donner le fatawa dans le futur, qu'on va accepter des actifs et bien sûr comme la monnaie. Ça, c'est mon point de vue. Je peux faire des erreurs, mais moi, je crois personnellement que au point de vue coutume, le rôle fait khas, pour le moment, ça tient debout. Le rôle fait ram, c'est-à-dire la coutume monétaire nationale. Pour le moment, on a des différents points de vue. Mais ça va venir, à mon avis. Je partage le point de vue des participants sur ce sujet et il faut être très actif. Si vous permettez une minute en plus, si vous voyez 100 ans de cela, les gens ne voulaient pas s'en servir de l'horloge ou la montre pour faire la prière. Ils voulaient absolument déterminer le temps de la prière à travers le mouvement du soleil. De nos jours, personne ne suit cette façon. On va suivre l'heure d'après votre montre et votre horloge. C'est une question de compréhension. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Manjou. Monsieur Haro, vous nous entendez? L'avenir des cryptos, je pense que évidemment il y aura adoption. Ça me semble évident d'un point de vue technologique et sur plein d'utilisations. Maintenant, je pense qu'il faut pas être très naïf non plus si on prend le cadre de la finance. Le pouvoir de créer de l'argent, c'est le cinquième pouvoir, hein, exécutif, législatif, judiciaire, le pouvoir des médias, et le plus puissant d'entre eux, c'est le pouvoir monétaire, celui de battre monnaie. Et je ne pense pas que les personnes qui actuellement ont ce pouvoir, le pouvoir de battre monnaie, vont entre guillemets se laisser faire. Contrairement à ce que j'ai entendu, les monnaies numériques de banque centrale ne sont absolument pas adossées à une technologie que j'appellerais de la blockchain. C'est extrêmement centralisé et si on veut prendre l'essence du mot crypto-monnaie vraiment dans sa forme initiale, c'est la capacité d'avoir un réseau décentralisé, contrôlé par absolument personne et qui du coup va plutôt être contrôlé entre guillemets par ses utilisateurs ou ses investisseurs. Les monnaies numériques de banque centrale sont à l'opposé total de ce qu'est une crypto-monnaie. Et je pense qu'aujourd'hui, les banques centrales cherchent à récupérer, entre guillemets, la main sur ce qu'on appellerait les crypto-monnaies via leurs monnaies numériques de banque centrale, qui ne sont en rien des crypto-monnaies. Et l'autre partie qui tient, entre guillemets, le monde de la finance, c'est tout ce système financier actuellement. Et c'est une raison pour laquelle toutes les blockchains en proof of stake m'inquiètent un petit peu parce que j'ai vraiment la sensation que, alors là on rentre un tout petit peu dans la technique, mais la différence entre les blockchains en proof of work qui seraient, j'ai envie de dire, validées par une activité industrielle sont en opposition avec les blockchains qui sont en proof of stake et qui, elles, du coup, ont plutôt... vont favoriser le monde financier. C'est-à-dire que plus vous avez d'argent, plus vous pouvez valider des transactions et plus vous pouvez faire de l'argent avec ceci. Donc, je ne suis pas entièrement contre, hein, je ne suis pas un bitcoiner maximaliste, mais je pense qu'une espèce de guerre pacifiste, un petit peu, va s'enclencher, et très certainement d'ailleurs à commencer, sur le fait de garder la main, entre guillemets, sur les différents pouvoirs qu'on avait par le passé. Donc, je ne suis ni optimiste ni pessimiste. J'espère simplement que les gens vont comprendre les différences entre tous ces modes-là, de manière à ce qu'ils puissent choisir. Et ensuite, qu'ils choisissent les monnaies numériques de banque centrale ou les crypto-monnaies originelles, là, ce sera le choix de chacun. Merci beaucoup, Monsieur Haro.